en effet, je vais vous faire une petite présentation concernant donc, les fontaines et lavoirs dans la vallée de la Sonelle. Donc on va s'élargir un petit peu sur la thématique de Pargny aujourd'hui, mais l'idée est d'élargir un petit peu et d'introduire finalement l'intervention suivante de M. Favre, qui se concentrera sur les grands lavoirs de Pargny. Et donc là, ça vous permettra d'avoir un petit peu de contexte autour. Voilà. Donc, les éléments que je vais vous présenter sont issus d'une étude beaucoup plus vaste qui a été menée, dont je vais vous présenter les quelques éléments en introduction. Et puis, dans un premier temps, donc, je vous ferai une sorte de reportage photo sur les édicules des eaux qui sont présentés dans toute la vallée. Donc, on verra le fontaine, la voie, etc. Dans un deuxième point, on verra qu'il y a beaucoup d'édicules qui sont en fonte, et on essaiera de comprendre un petit peu pourquoi ce choix de la fonte au XIXe siècle. Et de comprendre aussi, dans un troisième point, la provenance de ces édifices en fonte, d'où ils viennent et pourquoi on se retrouve dans cette situation-là. Et puis, en guise de conclusion, j'aborderai juste un petit point sur l'état de conservation, donc de ces fontaines, lavoirs, etc. Alors, tout d'abord, pour le cadre de cette étude, donc les données que je vais vous présenter ont été réalisées dans le cadre d'une étude à l'échelle des Vosges et qui a été pilotée par donc, la région Grand Est à travers donc, le service de l'inventaire et puis par le département des Vosges qui donc mène ce type d'étude à l'échelle des Vosges. Et cette étude a eu lieu donc, entre 2012 et 2017. Et bon, je ne vais pas vous présenter toute la méthodologie de l'inventaire, je devrais découler un petit peu de tout ce que je vais vous présenter. Je vais juste vous donner quelques éléments de contexte pour comprendre un petit peu la synthèse de cette étude. Tout d'abord, on a recensé à peu près 2000 édicules sur toutes les Vosges, donc ce qui est très conséquent, c'est un département dans lequel il y a beaucoup d'eau, et donc ça se ressent aussi sur les fontaines, lavoirs, etc. On a déterminé les typologies de ces édicules, donc fontaines, lavoirs, éguoirs, les bornes, on va les voir au fur et à mesure. Et puis également les interactions entre ces différents édicules, puisque les fontaines sont incluses dans un réseau de gestion de l'eau. Et enfin, troisième point, la question des usages de ces différents édicules, comment on utilise ces éléments. Si on représente de manière géographique, je ne sais pas si vous allez la voir pour la carte, je ne sais plus le petit point, la carte qui est ici. L'étude a permis de déterminer 3 zones d'utilisation différentes de l'eau. Une partie sur la montagne ici, où vous voyez qu'il y a assez peu de petits points qui représentent donc les fontaines qui ont été relevées et qui correspondent à un endroit où on gère l'eau de manière privée. Pour caricaturer, c'est la ferme isolée qui va s'implanter sur la source et on a une gestion de l'eau uniquement privative. Ensuite, on a toute la zone qui correspond au Piémont et à la Vosges, donc le sud des Vosges, où on a plutôt à la fois une gestion privée de l'eau, mais en plus des éléments publics. Donc les communes vont commencer à s'investir dans la création de fontaines, notamment dans les villes, donc que ce soit Remiremont ou les villes d'eau aussi, les cités thermales bien entendu. Et puis la troisième zone qui correspond à la plaine, vous voyez qu'il y a une densité de fontaines bien plus importante et qui là va correspondre à une zone où les villages sont très denses et vont prendre en compte donc la gestion de l'eau complète, on n'a quasiment pas de gestion privée de l'eau. Et donc ce qui fait qu'on a des communes où on va gérer la captation de la source pour l'amener jusqu'au centre du village et on va avoir 2, 3, parfois 10 fontaines dans un même village pour irriguer en fait, tous les quartiers du village. Au niveau des datations, donc, on a un petit graphique ici qui vous montre un petit peu l'évolution. Donc, pour les plus anciennes fontaines ou aménagements qu'on a retrouvés, alors bien sûr ça remonte à l'Antiquité, on a des bons exemples à l'Eiffel ou à Grand. On a quelques très belles fontaines aussi de la période de la Renaissance ou du XVIIIe siècle, plutôt dans un cadre urbain ou dans des jardins de châteaux par exemple, en lien avec des abbayes. Mais par contre, au niveau des villages, c'est des structures qui sont tout à fait modestes et le vrai changement va être au début du XIXe siècle, au moment où, vous voyez sur ce graphique, on a une hausse de la création des fontaines à partir en gros des années 1820-1830. Et ça correspond en fait à une période de développement démographique, donc on a besoin de plus d'eau dans les villages. C'est aussi une période où on développe l'élevage, donc les animaux ont aussi besoin d'une plus grande quantité d'eau. Donc on va créer davantage de fontaines. Et progressivement, donc, les créations vont augmenter jusqu'en gros vers 1900, au moment où à peu près tous les villages sont équipés. Et les dernières créations vont se faire dans les années 1940-1950, avant la création en fait, des systèmes d'adduction d'eau qu'on connaît aujourd'hui, donc on n'a plus besoin des fontaines. Donc, pour préparer cette petite présentation, je suis retournée dans la vallée de la Sonelle, donc à peu près 5-7 ans après l'étude,
pour justement voir un petit peu s'il y avait des modifications depuis cette étude, si les édifices étaient encore en place, s'il y avait des changements. Et puis également pour regarder les 3 villages qui sont du côté Haute-Marne, donc La Fauche, Presse-la Fauche et puis Liffol-le-Petit, pour voir justement si du côté de la Haute-Marne on avait le même type d'édifice que ceux qu'on pouvait trouver dans la partie gauche ou pas. Et donc je vais vous présenter ces éléments en les classant par typologie, pour avoir une petite vision. Voilà l'exemple typique de la photo du lavoir de Parny, de cette fontaine ici qui était en 2015, donc au moment de la première étude, qui venait juste d'être élevée. Et aujourd'hui, vous avez la statue qui a été placée ici, etc. Donc si vous voyez aujourd'hui, elle a déjà un petit peu changé. Alors, tout d'abord, les fontaines et lavoirs. D'un point de vue typologique, la fontaine correspond vraiment à la colonne d'alimentation ici qui amène l'eau. Et en complément de cette fontaine d'alimentation qui sert à alimenter l'eau pour les humains, on amène avec son seau pour boire l'eau, on a des bassins généralement rectangulaires qui servent d'abreuvoir pour l'alimentation des animaux. Généralement, ces bassins et ces colonnes d'alimentation sont en pierre, c'est le plus courant. Mais on a aussi pas mal d'éléments qui sont en fonte, comme ici à Microbo. Et au niveau de l'emplacement de ces fontaines, on a généralement la colonne d'alimentation qui est d'un côté pour pouvoir faire circuler l'eau dans les bassins et l'évacuer de l'autre côté. Parfois, on a la colonne d'alimentation qui est placée en plein milieu du bassin, et dans ce cas-là, ça donne une fontaine qui est beaucoup plus ostentatoire. On a vraiment l'idée de mettre en scène la fontaine pour pouvoir lui donner un aspect esthétique très important. Et on peut jouer aussi du coup, sur d'autres formes, comme par exemple les formes en demi-cercle, qui ont l'avantage d'avoir ce côté ostentatoire, mais qui prennent moins de place dans l'espace public. Donc ça permet de concilier à la fois l'aspect pratique, fonctionnel, et l'aspect esthétique, on verra, qui est très important dans la belle. En parallèle de ces fontaines, on a également des bornes fontaines, qui sont donc des colonnes d'alimentation de petite dimension qui vont venir entre les différentes fontaines et qui donc sont là destinées uniquement à l'alimentation humaine, puisque généralement on n'a pas de bassin d'abreuvoir qui vont avec, on a plutôt une petite grille juste pour récupérer l'eau. Et puis qui ont souvent un système pour fixer des tuyaux destinés aux pompiers. Donc elles ont aussi une importance d'un point de vue relais pour pouvoir gérer les questions d'incendie, notamment des inondations, qui sont importantes dans le village. Voilà. Ensuite, on a les lavoirs. Donc traditionnellement, les lavoirs ont une forme comme celle-ci, avec des bassins rectangulaires qui ressemblent finalement au bassin d'abreuvoir, mais avec la différence, c'est qu'on a une pierre à laver ou une plateforme en fonte, une plateforme de battage, qui va donc différencier le bassin d'abreuvoir dans lequel les animaux boivent et le bassin pour les utilisatrices pour faire la lessive. Après, dans les archives, on trouve assez régulièrement des problématiques par rapport à ces lavoirs. Vous imaginez, on est bien, les utilisatrices sont soumises aux intempéries. Et elles sont soumises aussi à des problèmes par rapport à la présence des animaux qui sont juste à côté. Donc on a souvent des cas de femmes qui sont blessées par les animaux. Donc à partir du 19e siècle, on va avoir tendance à séparer ces deux fonctions et de créer donc, des lavoirs qui sont couverts. On en a déjà un peu fin 18e, mais ça se développe vraiment beaucoup au début du 19e siècle. Donc des lavoirs plus ou moins couverts, pour pouvoir abriter à la fois les lavandières et en même temps les séparer des animaux pour pouvoir avoir vraiment deux éléments complètement distincts. Donc je ne rentre pas plus dans les détails des lavoirs, il y a tout un ensemble de typologies qui ont été approfondies dans le cadre de l'étude, mais du coup là je vais me concentrer un petit peu plus sur les choses. Dernier élément qui vient compléter le réseau d'alimentation de l'eau, ce sont les puits. Alors, on a des puits dans chacune des fermes dans les villages, c'est la manière d'avoir de l'eau soit dans la cuisine, soit juste devant sur l'usoir, mais ce sont des puits privés et qui généralement ont l'eau n'est pas toujours de très bonne qualité, elle est puisée en surface. Donc il y a pas mal de communes qui vont investir dans la création de puits qui sont souvent plus profonds et qui sont donc des puits publics. Et c'est le cas donc, notamment de ceux qu'on a présents ici. Alors, vous voyez que la forme est très sommaire, on a juste une margelle en métal, avec dessus une superstructure qui initialement était en bois pour enrouler le seau, et puis qui ont été transformées début 19e siècle ici en fonte ou en fer. Et vous voyez qu'il n'y a pas une grande variété au niveau des formes, donc ça reste vraiment un usage purement technique, avec un petit point différent sur des puits à noria qui sont plutôt
mis en place à la fin du 19e siècle ou tout début du 20e siècle. Donc c'est un système de godets qui permet de remonter l'eau en plus grande quantité et plus facilement que le petit seau à remonter à la main. Donc on en a beaucoup dans les Vosges, et là c'est le seul que j'ai vu dans la vallée à la Fauche. Et puis j'ai également relevé donc, tout ce qui est éguéoir. Alors après les termes peuvent varier, hein, les guéoirs, éguéoirs, guéoirs. C'est le même terme qui correspond au bassin dans lequel on allait baigner les chevaux après les travaux des champs, qui servent aussi de réservoir à incendie, hein, qui sont très importants. Donc, il n'y en avait pas dans tous les villages, après on va dire un village sur deux, grosso modo, mais ils ont été relevés. Et ils viennent se placer tout en aval de cette gestion d'eau dont je vous parlais tout à l'heure, puisque donc, on va partir de la source. Alors les sources, je ne les ai pas toutes relevées, j'ai relevé uniquement celles où il y a vraiment un aménagement, comme celle ici de la source de Saint-Quérin, donc à Paris. On a vraiment un aménagement conséquent, une chapelle ou une structure de captation d'eau conséquente. Et puis, donc ensuite, on a toute la file d'alimentation qui va amener l'eau par des tuyaux jusqu'au centre du village, la colonne d'alimentation, le bassin d'abreuvoir, ensuite le lavoir, ensuite seulement le guéoir, et puis ensuite seulement l'eau est évacuée vers le ruisseau. Donc on a vraiment tout cet élément, toute cette filiation en fait qui est étudiée. Et dans certains villages, on a la présence de réservoirs, qui sont assez rares, mais qui sont nécessaires parfois pour réguler le débit de l'eau, surtout en été quand on a des phases de sécheresse. Donc on a notamment le grand lavoir de Charmizet, qui est vraiment très impressionnant si vous avez l'occasion de passer là, je vous invite à aller le voir, avec de très belles voûtes à l'intérieur. Donc c'est vraiment un ouvrage très intéressant. Et puis après au XXe siècle, on peut quand même citer aussi quelques châteaux d'eau, notamment celui de Niffol-le-Petit, qui est tout en ciment dans les années 1920 dans la construction, et qui est vraiment intéressant aussi à mettre en œuvre. Alors, vous avez peut-être vu à travers les photos que je vous ai montrées, il y a quand même pas mal de fontes qui ressortent dans les éléments, pas seulement de la claire. Et c'est aussi l'impression que j'ai eue quand je me suis baladée sur le territoire. Et un des avantages du coup, de l'inventaire, c'est de pouvoir matérialiser en fait cette représentation de la fonte. Donc on va voir un petit peu pourquoi on a utilisé la fonte. Et donc, parmi les statistiques que j'ai pu faire à l'échelle à la fois des Vosges et de la vallée de la Senelle, on se rend compte qu'il y a vraiment une particularité, puisque là, sur le graphique que vous avez ici, vous avez une représentation des matériaux utilisés pour toutes les fontaines des Vosges. On voit que 64% des fontaines des Vosges sont construites en pierre, et qu'on a 13% qui sont en fonte, et 19% en pierre et fonte, c'est-à-dire qu'on a la colonne d'alimentation qui est en pierre et le bassin qui est en fonte, ou l'inverse. Et quand on prend les mêmes relevés, on va dire, à l'échelle de la vallée de la Senelle, on voit que la répartition est complètement différente. On a seulement 9% d'édifices qui sont que en pierre, mais par contre on en a 44% en fonte et autant qui sont en pierre et en fonte. Donc c'est vraiment une particularité qui ressort au niveau du relevé complet de la vallée. Et si on le représente de manière géographique à l'échelle des Vosges, on voit que dans chacun des petits points ici représente un édicule en fonte, donc uniquement les édicules en fonte. Et on voit qu'on n'en a absolument pas dans la partie montagne, ni dans la partie sud des Vosges, ni même dans la partie centrale ici plus rurale. Mais par contre, on en a beaucoup dans la vallée de la Moselle, qui est beaucoup plus industrielle, et puis dans tout l'ouest vosgien, là ça ressort bien, la présence de fontaines en fonte. Donc c'est vraiment une spécificité de ce territoire. Et donc la question est de se poser pourquoi on a une spécificité de la fonte ici particulièrement. Et donc pour ça, il est nécessaire d'aller voir dans les archives, d'aller voir dans la bibliographie pour comprendre un petit peu le contexte de cette période-là. Et on se rend compte que donc, ces fontaines en fonte ont été établies toutes au XIXe siècle, en gros à partir des années 1830-40 jusqu'à 1880 à peu près, donc au milieu du XIXe siècle, et qu'elles ont généralement été installées en remplacement de fontaines en pierre. Donc, on a vraiment une démarche de la part des conseils municipaux d'investir dans la pierre. Et donc pour cela, en découvrant justement les archives, on arrive à comprendre un petit peu pourquoi les conseils municipaux ont investi dans la fonte. Et on a ces 5 arguments qui ressortent de manière plus ou moins cumulative. Mais d'abord, on a la question de la longévité du matériau, de la fonte, puisque historiquement donc, les fontaines sont plutôt en pierre, tout ce qui est conduite est généralement en bois. Donc on a des matériaux qui vont rapidement se désagréger, hein, le bois va se décomposer, la pierre va se disjoindre, donc on a rapidement des problèmes de fuite, notamment au niveau des conduites. Et donc l'avantage de la fonte, c'est justement que c'est un matériau qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus étanche, notamment au niveau des systèmes d'assemblage qui vont beaucoup limiter les fuites et permettre d'avoir un réseau d'eau qui va durer beaucoup plus dans le temps, au-delà de quelques décennies.
Alors l'inconvénient de la fonte, c'est qu'il est beaucoup plus cher que le bois et la pierre qui sont disponibles en abondance localement. Voilà, les communes vont vraiment prendre ça comme un investissement dans le sens où il faut avoir aussi en tête que la fonte, c'est vraiment une production industrielle au 19e siècle qui va se développer et qui va permettre de produire en plus grande quantité, de meilleure qualité, et donc proportionnellement les prix vont baisser un petit peu. Et donc pour les communes, ça devient accessible de pouvoir acquérir de la fonte. D'autant plus qu'une grosse partie du coût de la fonte vient du transport. Et le développement des voies de chemin de fer, notamment la création de la gare ici à Drevaux et Sionne par exemple, vont permettre d'amener directement la fonte dans la vallée et donc d'avoir un coût d'acquisition qui est relativement restreint, on va dire, par rapport à d'autres. Donc toutes les communes en fait finalement de la vallée sont en capacité de pouvoir acquérir de la fonte au 19e siècle. Le troisième point, c'est la question de l'entretien et de l'hygiène. Alors l'hygiénisme, c'est quelque chose d'important au XIXe siècle, et donc les communes se doivent d'améliorer la salubrité des villages, et pour ça elles doivent multiplier les points d'eau et proposer des points d'eau de qualité, c'est-à-dire bien entretenus. Donc la question de l'entretien des conduites et l'entretien des structures est importante, et la fonte est beaucoup plus facile à nettoyer que la pierre ou le bois qui reste pauvre. Donc ça c'est vraiment aussi un argument très important. Ensuite, on a la question de la modernité. La fonte, c'est vraiment le matériau moderne du 19e siècle. C'est le matériau qu'on emploie en grande quantité dans les villes. Donc finalement, pour les communes, investir dans la fonte, c'est aussi se placer dans la continuité, le sillage des villes modernes, pour pouvoir montrer qu'elles sont dans un développement économique et une attractivité qui est importante. Et donc cette question de l'affirmation de la prospérité de la commune, elle se retraduit aussi dans la question d'investir dans la fonte. C'est l'occasion, en achetant de la fonte, de montrer que la communauté est prospère, et donc on en revient à ce que M. Sesma évoquait. Chaque village a envie de montrer que le village est en pleine expansion et en plein développement, même si on a le contexte de l'exode rural à ce moment-là. L'idée, c'est aussi de pouvoir montrer que le village est attractif à travers des fontaines qui sont ornementales et dans lesquelles on va pouvoir investir aussi des aspects de décoration. Donc c'est le cas notamment des grandes fontaines décoratives qui sont plus ornementales que vraiment pratiques à l'usage. Et donc ça, les producteurs de fonte, les fonderies, vont du coup bien le mettre en avant, puisqu'elles vont proposer des catalogues dans lesquels elles vont mettre en avant les ornements. Et donc, je vous ai mis quelques exemples des différents ornements qu'on peut trouver sur ces fontaines. Il y en a beaucoup qui font référence à l'Antiquité, donc gréco-romaine, en reprenant vraiment cette filiation, on va dire, décorative. Avec, alors parfois on peut avoir quelques références à des divinités, mais souvent on va les piocher dans le langage architectural. On va faire des sortes de petits temples dédiés à l'eau. Des petits temples dédiés à l'eau, on va placer des frontons, des colonnes, des frises pour reprendre directement le langage architectural de l'Antiquité. Des mascarons, par exemple. On a aussi des coupes, des vases, qui là sont à la fois des éléments liés à l'eau et donc vraiment ce qu'on appelle des décors signifiants, c'est-à-dire vraiment qui reprennent cette thématique de l'eau. Et puis également tous les animaux et les plantes aquatiques. Donc on a très souvent des dauphins, des cygnes, des oies, des coquillages. On a aussi des roseaux par exemple, des nénuphars, qui vont faire référence aussi au côté abondant, à l'abondance que va fournir la fontaine. Parfois il y a un aspect aussi un peu protecteur qu'on va retrouver sur ces ornements, notamment quand on a des fontaines avec des statues, puisque on peut faire référence à des dieux de l'Antiquité, donc apparemment c'est le dieu solaire, mais c'est aussi le dieu qui guérit. Mais le plus souvent on a quand même des fontaines avec des représentations de statues de saints, puisque les sources ont été christianisées, et donc on va les placer sous la protection d'un saint. Donc c'est le cas par exemple de représentations de la Vierge ici devant la mairie de la Fauche, où on a aussi pas mal de représentations de Jeanne d'Arc. C'est certainement lié à la proximité de Domrémy, mais c'est aussi le fait que la plupart de ces fontaines datent donc, on va dire, du milieu du 19e siècle, à un moment où Jeanne d'Arc reprend un petit peu plus d'autorité, à devenir la protectrice de la Lorraine et de la France. Donc on en profite, quitte à mettre en place une belle fontaine au milieu du village, on va mettre un symbole porteur pour le village.
Alors quand on voit ces éléments voilà, qui sont quand même de très belle qualité, on peut se poser la question donc, de la provenance de ces fonderies. Et en l'occurrence, avec le principe de l'inventaire, c'est qu'on peut relever de manière systématique aussi toutes les signatures et essayer de compléter les éléments pour trouver d'où proviennent ces fontes. Et donc sur les 3-4 fontaines en fonte ou bassins que j'ai pu relever sur la vallée de la Sonnelle, il y en a 15 qui sont signées, voire même datées comme celle-ci. Et il y en a une dizaine d'autres que l'on peut attribuer par regroupement, soit parce qu'on a le même élément dans un autre village qui est identifié dans l'autre village, soit aussi par les archives aussi en complément. Et donc on se rend compte que finalement toutes ces fontes viennent la plupart d'une zone relativement proche, c'est-à-dire le sud de la Meuse et le nord de la Haute-Saône. De la Haute-Marne, pardon, de la Haute-Marne. Parmi le nombre de fontaines principales que j'ai pu trouver viennent de la fonderie de Tusset. Donc Tusset, c'est à côté de Vaucouleurs, et la fonderie de Tusset a été fondée en 1832 par Pierre-Adolphe Muel, qui était maître de forge à Sionne, juste à côté d'ici. Donc on voit bien assez fort entre les deux, sachant qu'à Sionne, c'était plutôt une production, on va dire, de structure, alors que la fonderie de Tusset est plutôt spécialisée dans des projets ornementaux. Et la grosse force de la fonderie de Tusset est d'être capable de faire des projets particuliers, vraiment adaptés à ce que désirent ses clients, aussi bien des très grands projets, puisque c'est la fonderie de Tusset qui va faire les fontaines et les colonnes de la place de la Concorde à Paris, et qui peut aussi s'adapter à des projets beaucoup plus modestes. On a par exemple la fontaine avec la statue d'Apollon à Midrevaux, qui vient dans ce contexte de production, on va dire, locale. Et puis, la fonderie de Tusset propose également des étiquettes qui sont faciles à acquérir, puisqu'elle a un catalogue, et sur lequel elle va présenter 4 modèles de colonnes d'alimentation. Donc, vous avez le premier modèle qui est ici, à Lille, le deuxième modèle qui est à Midrevaux, qui correspond à celui-ci, le troisième modèle ici, on a un exemple à Lifol, ici. Et puis un quatrième modèle qui est à Viloussel. Donc on voit que sur la vallée, en fait, on retrouve les 4 modèles que proposait la fonderie de Tusset. Et puis Tusset faisait également aussi quelques éléments plus structurels, comme des bassins. Le bassin de la fontaine circulaire qui a montré Paris provient de Tusset. Et puis on a également par exemple des plaques pour sceller les puits. Donc là c'est vraiment purement pas d'esthétique, hein, c'est vraiment fonctionnel. Mais devant le puits, devant la citerne de Charmizet, par exemple, on a des plaques qui sont signées aussi de Tusset. Juste à côté donc, de la fonderie de Tusset, on a la fonderie de Vaucouleurs, qui elle est plutôt spécialisée dans la fonderie de statuaires religieuses. C'est notamment pour ça qu'on a sur cette fonderie à Midrevaux, sur cette fontaine à Midrevaux, la statue de Jeanne d'Arc. Aussi à Midrevaux, on a cette colonne d'alimentation ici qui provient de Montier-sur-Sault. Donc il y a une fonderie qui est aussi en Meuse, mais qui est là plus au sud, du côté dans la vallée de la Sault, qui est une vallée où il y avait beaucoup de fonderies. Et cette fonderie de Montier-sur-Sault, elle avait notamment comme particularité d'avoir racheté pas mal de fonderies dans la vallée autour, dont la fonderie de Bayard, qui elle faisait plus des structures. Donc c'est pour ça que sur cette colonne d'alimentation, ici on a le socle qui provient de la fonderie de Bayard et la colonne d'alimentation qui vient de Montier-sur-Sault. Donc on arrive à retrouver un petit peu comme ça au fur et à mesure. Alors après Bayard, elle est donc dans la vallée de la Sault, mais on est du côté Haute-Marne. Et dans cette même vallée de la Sault, de l'autre côté, du côté Haute-Marne, on a également la fonderie de Pancet, qui est ici, qui a fourni les bassins, principalement les bassins de la Fauche, y compris très probablement cette petite borne ici qui est à Paris, qui n'est pas signée, mais qui est très proche de la borne qui est donc à la Fauche, et donc il y a de fortes chances qu'elle provienne aussi de la fonderie de Pancet. Alors après, sur cette fonderie, on a très peu d'éléments historiques. Il y a très peu d'archives qui nous sont parvenues. Après, ça devait quand même être une fonderie qui était assez importante, puisque du coup, on a quand même quelques mentions dans les archives communales, aussi bien à Midrevaux que même les architectes départementaux ont recommandé quand même cette fonderie. Donc ça devait quand même être une fonderie assez importante sur le secteur. Je passe assez rapidement, pour pas trop déborder, sur les bornes d'alimentation qu'on a, qui proviennent de la société
la société de galerie Château-Mariès à Joinville, qui n'est pas très loin de la vallée de l'Assaut. On a aussi, si ça veut bien passer, voilà, des bornes qui viennent de Pont-à-Mousson, donc on s'éloigne doucement. On a également une borne qui vient de la fonderie de Varigné, qui vient en Haute-Saône. Donc là, on s'éloigne un petit peu, mais la fonderie de Varigné, c'est une fonderie qui est très très importante pour les Vosges, dans le sens où c'est une fonderie qui a produit en très grande série. Alors, ils n'avaient qu'un seul modèle de colonne d'alimentation, qui est celui-là, c'est pas très varié, mais du coup, ils le produisaient très certainement à un prix moins élevé que les autres fonderies. Et donc, on en trouve, je crois que j'en ai compté plus de 130 dans toutes les Vosges, c'est extrêmement important. Et ils étaient connus aussi pour les plaques directionnelles qu'on trouve sur les bâtiments, je pense que c'est là où j'avais déjà vu. C'est Varigné aussi qui a produit toutes ces plaques. Pareil, je passe rapidement sur la fonderie des frères Sauzet, qui est en Saône-et-Loire, qui a fait uniquement des pompes à mollet comme ça sur la fin du XIXe siècle. Et puis, par contre, je vais prendre un petit peu plus de temps sur ce bassin ici d'Abreuvoir qui se situe à Sion et qui est le seul exemplaire qui est signé d'une fonderie des Vosges, donc à savoir à Tignéville. Et donc à Tignéville, a priori, faisait du matériel mécanique et aussi des ornements et des bassins de fontaines, mais on a assez peu d'informations, comme c'est le cas pour la plupart des fonderies vosgiennes, parce qu'on sait qu'il y avait certainement des productions de bassins ou de tuyaux à la fonderie de Sion, celle de Viloucel aussi, mais du coup on n'a pas de catalogue qui nous permette d'identifier précisément les types produits. Et sur le territoire, moi j'ai pas relevé d'autres indications, d'autres signatures, donc à part à dépouiller toutes les archives communales, et encore, c'est rarement marqué dans les archives communales où est-ce qu'on va acheter le bassin. C'est extrêmement dur de retrouver la provenance, mais très certainement que toutes les fonderies vosgiennes ont fait des éléments, alors peut-être pas très ornementaux, mais au moins des éléments fonctionnels, type bassin, abreuvoir et tuyaux d'alimentation. Je vous ai juste remis la petite carte de tout à l'heure pour vous montrer la proximité en fait, des sites de production par rapport à ce qui a été retrouvé. Donc on retrouve en violet ici la fonderie de Varigné. Vous voyez tous les petits points violets, ça correspond à toutes les fontaines qu'on a eues à Varigné. Je vais arriver à la conclusion. Et puis sur la partie ouest, on voit tous les petits points orange, donc c'est la fonderie de Tusset. Et tous les points qu'on voit en bleu, vert et jaune, ça correspond donc, aux fonderies qui sont dans la vallée de l'Assaut, à cheval entre la Meuse et la Haute-Marne. Donc voilà, juste pour vous mettre en avant le fait que c'est assez évident que les productions qui sont en fonte ici sont directement en lien avec le fait qu'on a des sites de production qui sont à proximité et très certainement donc à la fois des coûts de fabrication et de livraison qui sont intéressants pour les communes et en plus cette volonté vraiment d'acquérir de la fonte pour montrer la prospérité des communautés, d'autant plus quand on regarde donc le village voisin a acheté une belle fontaine en fonte, on a envie d'acheter la même. On le ressent toujours. Donc voilà, à titre de conclusion, je voulais juste finir rapidement sur l'état de conservation de ces fontaines. Donc les éléments que je vous ai montrés jusque-là, c'était globalement des belles photos, des éléments qui sont encore bien conservés. Il faut quand même avoir en tête que la plupart ont été détruits aussi. Suite au système d'adduction d'eau, elles n'ont plus d'utilité, donc elles ne sont plus entretenues. Les fils d'eau vont se perdre, au mieux ça va servir de truc à fleurs. Après, on a pas mal qui ont aussi été démantibulés, recomposés parfois. Parfois, il y en a quelques-unes qui sont brisées aussi. La fonte, ça se casse assez facilement. Notamment le cas de Micrevaux, où la statue de Jeanne d'Arc qu'on voyait tout à l'heure a été brisée lors de travaux. Donc, il a fallu la restituer complètement. Et même celles qui sont encore en bon état, il faut continuer à les entretenir dans le sens où la fonte, ça rouille. Donc c'est nécessaire de au moins les repeindre. Et donc on a pas mal on peut retrouver les différentes couches de peinture qui vont s'accumuler sur la fonte au fur et à mesure, donc ça permet d'avoir une idée des colorations. Parfois ça masque un petit peu aussi les détails de la fonte, parce qu'on a vraiment des représentations. Là c'est le signe sur la grande fontaine après sous la fourche, par exemple, on a vraiment des fontes qui sont très très fines au niveau des détails. Alors après, au niveau des colorations d'origine, souvent on était sur des colorations unies, d'un seul tenant, une seule et même couleur pour tout, des couleurs d'ailleurs assez limitées. En général, on est sur du noir, du gris, un espèce de vert bleu, un petit peu comme celui-ci. Et puis ce qu'ils ont appelé bronze doré, qui devait à mon avis ressembler à quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des essais aussi pour essayer de mettre en valeur un petit peu les décors des colonnes d'alimentation. Donc là, par exemple, c'est une photo qui avait été prise de la même colonne donc en 2015 et en 2022, on voit qu'à Micrevaux par exemple, il y a des essais qui permettent de mettre en valeur un petit peu plus les éléments de décor.
Et puis, du coup, voilà, je voulais juste vous faire remarquer la fragilité de ces éléments, qui souvent sont quand même importants pour les habitants, hein, même si elles sont plus dans l'eau, les habitants y tiennent. À la fois, c'est un support de la mémoire des anciennes activités dans les villages, mais c'est aussi un patrimoine finalement qui est important pour l'identité locale après ça.